Alors effectivement, l'intitulé qui était de dire la fin du management de reporting, ce qui ne veut pas dire la fin du reporting dans le management, si on veut insister, mais c'est pour montrer de quelle manière maintenant, il y a des représentants ou des représentantes de réseaux à l'intérieur de l'entreprise, donc moi je vais me situer d'une manière un peu plus en amont et de dire de quelle manière maintenant une stratégie, la mise en place, la mise en œuvre d'une stratégie va devoir s'appuyer pour le concepteur de la stratégie, enfin de la part du président ou du directeur général et ou du comité de direction, sur une meilleure prise en compte des fonctionnements internes d'une entreprise, qui étaient globalement, malheureusement j'ai quelques années de carrière, globalement il y a 30 ans ou 35 ans, on considérait que ces réseaux internes étaient plutôt des obstacles au changement, des obstacles à l'innovation, des tenants des tenants du conservatisme. Et bien de quelle manière ces réseaux internes, quels qu'ils soient d'ailleurs, peuvent et même doivent être utilisés dans le cadre de la mise en place d'une stratégie. Voilà un petit peu mon propos, de vous donner quelques bases et quelques lignes, de donner un ou deux exemples que j'ai préparés, vous retrouverez ça je crois dans le document, un ou deux exemples que j'ai préparés de grandes entreprises françaises qui utilisent maintenant ce type de technique-là, et puis laisser un tout petit peu de place aux questions si vous le souhaitez, en sachant que si mon intervention pouvait terminer un petit peu avant 3 heures, ça irait bien. Alors, de quoi parlons-nous? Rentrons dans le détail, si vous voulez bien. Alors, je ne vais pas vous faire le coup du contexte d'incertitude. Vous avez dû entendre ça depuis ce midi, depuis ce matin, et vous entendez ça depuis toute une série de semaines, de mois, entre guillemets, et d'années. Alors, le problème de ce genre d'idées-là, c'est qu'elles sont évidemment très banales et elles sont très vraies. Alors, le contexte d'incertitude, l'instabilité du système financier, l'accélération des technologies, la mondialisation, l'intensité concurrentielle, et j'allais dire des décalages de plus en plus grands. Je sais que vous en avez parlé dans le séminaire, je crois que vous en parlerez aussi demain, entre le social et l'économique. Ça, c'est un sujet vraiment à appréhender très en amont dans une entreprise. Mon modèle économique, le modèle économique de l'entreprise dans laquelle je suis, le modèle économique dans mon marché, l'évolution de ce marché, l'évolution des besoins des clients, ça encore, à la limite, c'est un sujet. Mais le décalage, la distorsion entre un modèle économique et un modèle social interne est sinon une découverte, mais en tout cas un hiatus de plus en plus grand qu'il importe aujourd'hui de combler. Continuons. Alors, les enjeux stratégiques, c'est-à-dire, dans le fond, quand on fait une stratégie aujourd'hui, il faut penser à quoi? Encore une fois, quand on est chef d'entreprise, quelle que soit la taille de son entreprise, ou quand on travaille avec une équipe de stratèges, ou quand on travaille avec un cabinet de consultants, pourquoi pas, ou quand on travaille avec une équipe de direction. Alors, premièrement, c'est une série d'injonctions contradictoires. Ce qui fait à la fois la force et la faiblesse de l'Europe, c'est que nous gérons, ça c'est la force, depuis plus longtemps peut-être que des pays nouveaux, des injonctions contradictoires. Il y a relativement, en Asie, je dis relativement peu d'injonctions contradictoires. Il y a une espèce de monolithisme qui les aide puissamment. Chez nous, il y a beaucoup d'injonctions contradictoires. On les gère, je crois, avec plutôt habileté. Moi, je ne suis pas pessimiste sur l'avenir économique des entreprises européennes. Mais on le fait, ça freine, c'est difficile. Alors, quelles sont la plupart de ces injonctions contradictoires? Et je n'ai pas la prétention de vous en donner la totalité. Alors, premièrement, maintenir l'esprit entrepreneurial malgré le renforcement des contrôles. Je ne sais pas, mais la décennie de l'esprit d'entreprise, je ne sais pas, les années 80, enfin, une espèce d'émergence de l'esprit d'entreprise, et les années 90 et 2000 sont des années de mise en place de contrôle. Et jusqu'à peut-être l'absurde, où on considérait qu'une stratégie, c'était une idée initiale, affirmation initiale, poser des chiffres,
conquérir des marchés et que tout le reste devait se faire, informatique aidant, par la mise en place de contrôles, de mise sous contrôle des opérateurs, de mise sous contrôle des systèmes, entre guillemets, par les systèmes. Deuxième injonction contradictoire, c'est la notion de flexibilité stratégique. Par définition, une stratégie, ce n'est pas flexible. On sait où, on sait, on veut aller quelque part. On ne veut pas aller quelque part et puis autre part. Ben si, justement. Il faut aller quelque part, être clair sur la cible, et en même temps avoir, entre guillemets, des cibles multipolaires, des cibles peut-être contradictoires, des solutions de repli, des plans B, ou des plans C, ou des plans D. Et de mettre en forme cette flexibilité stratégique n'est pas aussi simple que ça. Alors, maintenir l'alignement et la mobilisation, on considérait que, dans le fond, j'ai une stratégie claire, je vais aligner l'ensemble de mon entreprise sur cette stratégie claire, c'est ce qui va mobiliser. Ben non, ce n'est pas aussi simple. Je ne dis pas que ce n'est jamais le cas, je dis que ce n'est pas aussi simple. Et que la recherche d'alignement peut se faire au détriment de la mobilisation d'un certain nombre de secteurs, d'unités opérationnelles dans l'entreprise, d'un certain nombre de groupes dans l'entreprise, d'un certain nombre de niveaux hiérarchiques dans l'entreprise, d'un certain nombre de réseaux dans l'entreprise. Et on voit un petit peu comment on va toucher cette notion de capital humain. Alors, différenciation et apport de valeur ajoutée aux clients, bien entendu, ça c'est aussi une injonction contradictoire, parce que dans le fond, je ne dis pas que les clients veulent tous un petit peu la même chose, mais quand les marchés mûrissent, le client, pour un produit fini, va vouloir tel type de caractéristiques, et il faut que tous les fournisseurs s'alignent. Si les fournisseurs s'alignent, l'alignement est peut-être contradictoire avec la notion de différenciation qui fait qu'un acheteur va acheter plutôt un type de produit qu'un autre. Là encore, ce n'est pas contradictoire, ce n'est pas totalement contradictoire, mais ça rend les choses difficiles. Alors le maintien des marges, réduction des coûts, maintien des ventes, cet équilibre est de plus en plus dans l'une des conséquences de la mondialisation du marché. Et j'entends beaucoup, alors les hommes politiques sont toujours très intéressés là-dessus, etc., etc. Face à la mondialisation, élevons le niveau de qualité pour améliorer la compétitivité des produits européens et notamment des produits français. Oui, bien sûr. Mais sur un marché mondial, la notion de différenciation par la qualité n'est pas aussi simple que dans un marché plus mature. On aura peut-être l'occasion d'y revenir. Alors, développer des capacités à long terme en dépit d'une pression sur le court terme. Je me souviens, et peut-être les plus anciens d'entre vous se souviennent qu'effectivement, on faisait des stratégies à 15 ans, à 20 ans. Aujourd'hui, mon Dieu, une stratégie à 15 ans, à 20 ans, à 10 ans et à 5 ans, c'est du wishful thinking. Or, effectivement, pour construire une stratégie à moyen terme, et les deux exemples que je vais vous donner, donc construire une stratégie à moyen terme, à 5 ou à 10 ans, avec une expression qui soit une expression à court terme. Sans être sûr que cette expression à court terme en matière de stratégie ne soit pas incompatible avec la stratégie à moyen terme ou la conception à moyen terme. Et puis l'agilité organisationnelle, tout ça, encore une fois, un bel exemple d'injonction contradictoire. Bon, une organisation, c'est au moins savoir ce qu'on fait, comment on le fait, avec qui, des définitions de fonctions, des définitions de mission, blablabla, tout est clair, etc. Agile, ça veut dire être capable de faire différemment de ce qui est écrit. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça signifie? Donc vous voyez simplement cette notion de doute, ces notions d'incertitude, le vocabulaire, curieusement, et les consultants n'y sont pas pour rien, le vocabulaire a entraîné des changements de concept. Eh bien, on va essayer d'y aller. Alors, les questions que se posent, concomitamment à tout ça, les questions que se posent en général un dirigeant aujourd'hui, et bon, en essayant de lui répondre par justement cette notion de capital humain. Alors, comment améliorer le lien entre stratégie et exécution? Ce qui était extraordinaire, c'est l'importance de la conception stratégique à une époque. L'exécution, c'était de l'intendance. On donnait ça à des petites mains, à des opérateurs, ça allait de soi. Là maintenant, le lien, et l'une des grandes différences peut-être entre l'industrie et les services, est resté très longtemps que les industriels, dans la mise en œuvre d'une stratégie, accordaient un peu plus de soins
je dis bien un peu plus de soin à l'exécution de la stratégie, les grands opérateurs de services voulant aller très vite dans l'exécution. Les industriels avaient un peu plus de temps ou laissaient un peu plus de temps à se poser la question du comment après avoir passé du temps sur le quoi. Donc des systèmes d'alignement, comment décliner la stratégie en objectifs de manière à accélérer la mise en œuvre. Toujours cette notion de on passe du temps à concevoir, donc la mise en œuvre doit être rapide. La casser, vous ne retiendriez qu'une idée de cette notion de capital humain, c'est de dire, ça va, comme le fût du canon pour refroidir, ça va prendre un certain temps. La mise en œuvre exige un temps bien plus considérable qu'on ne se l'imagine. L'une des sciences peut-être de l'Asie en matière de stratégie et de mise en œuvre, et peut-être plus du Japon que de la Chine d'ailleurs, a été ce temps passé, ce temps consacré à la conception de la mise en œuvre à côté de la conception de la stratégie elle-même. Alors comment développer l'ensemble des savoirs et des capacités collectives? Ça, c'est le point même de cette petite contribution là, qui vous est faite cet après-midi. Si on veut qu'elle soit plus agile, comment faut-il faire? Si on veut qu'elle soit apprenante, on voit de plus en plus cette notion d'organisation apprenante. Ce n'est pas un système fermé, une organisation, ce n'est pas un système clos, c'est un système en évolution et en mouvement. Comment cette organisation peut apprendre à mettre en œuvre la stratégie et peut avoir un impact sur la définition des stratégies futures. C'est de faire de l'organisation un acteur à part entière sur les choix stratégiques du futur et même d'ailleurs, entre parenthèses, du présent. Comment définir le bon équilibre de rôle entre rôle et responsabilité entre les fonctions centrales? Il y a un vrai sujet dans la mise en œuvre d'une stratégie, plutôt dans un grand groupe d'ailleurs, effectivement, ça va plus vite dans des PME ou dans des entreprises moyennes. C'est, bon, le directeur général conçoit une stratégie, encore une fois avec une équipe ou avec un consultant. Donc on se met d'accord sur les cibles, on se met d'accord peut-être sur des plans d'action. On va tout de suite auprès des opérationnels pour vérifier, valider ce plan d'action et le décliner. Et dans le fond, on suggère aux directions centrales ou aux directions fonctionnelles, aux fonctions centrales, d'accompagner en finance, en gestion, en qualité, en technologie, en ressources humaines. Tu accompagneras, vous accompagnerez. Or là, il y a un tout petit sujet. Avant toute chose, c'est comment elles fonctionnent entre elles avant de savoir ce qu'on va leur demander en matière d'accompagnement de la stratégie. En soi, la coopération, en soi, la coordination des fonctions centrales entre elles, sans même parler de l'impact qu'elles peuvent avoir sur les opérationnels, est devenue un sujet de la mise en œuvre d'une stratégie réussie. Comment intégrer toutes les parties prenantes dans la stratégie? Je crois qu'on commence à en parler maintenant depuis quelques minutes. Comment maintenir la cohésion du groupe et la mobilisation des hommes? Alors, cette notion de leadership, je sais que vous en avez parlé, que vous allez en reparler cet après-midi et je crois aussi demain. Les conceptions des modes de commandement et l'adéquation entre les modes de commandement et les grandes lignes stratégiques. Cette notion de commandement, bon, j'allais dire aller de soi, on l'explicitait beaucoup dans les années 80. Elle a disparu avec les systèmes d'information dans les années 90-2000. Elle réapparaît. Moi, je vous citerai une formule d'un des grands anciens, Michel Crozier, pour ne pas le citer, grand sociologue des organisations, créateur, donc avec Pierre Morin, de la sociologie des organisations, qui disait celui qui a le pouvoir dans l'entreprise, c'est celui qui gère la plus grande zone d'incertitude. La plus grande zone d'incertitude dans l'entreprise, ce sont les hommes. Et cette zone d'incertitude, elle se gère par des systèmes, ça les gens ont bien compris, avec l'informatique, mais par des comportements de commandement qui doivent être explicités ou dont l'évolution doit être explicitée. Ça, c'est déjà un tout petit peu plus rare. Comment favoriser un esprit entrepreneurial? Là encore, il n'y a pas d'amour, il n'y a que des preuves d'amour. Décréter l'entrepreneuriat, l'intraprise dans une entreprise, et surtout si c'est une grande entreprise qui a des marchés multiples et divers dans le monde entier, c'est très sympathique, mais ça veut dire quoi dans une entreprise de l'entrepreneurship? Ça veut dire comment? Ça veut dire avec qui, etc.
et comment maintenir l'excellence opérationnelle, parce que bien entendu, ces boucles internes, avant de mettre en place une stratégie, ne doivent pas, bien sûr, faire oublier que la stratégie doit se mettre en œuvre, doit se mettre en place avec une excellence en matière de production, une optimisation en matière de production. Donc, voyez-vous, l'impact d'une stratégie moderne, c'est le fait du livre que j'ai eu le plaisir d'écrire, l'impact d'une stratégie moderne est d'essayer de concilier et de faire des travaux préparatoires avant la mise en œuvre d'une stratégie sur comment ça va se passer, mais surtout avec quel type d'hommes et quel type d'alliés j'ai à l'intérieur de l'entreprise. Alors, il y a deux types de stratégies, globalement, pour vous faire simple. La stratégie classique, celle dans laquelle peut-être vous, en tout cas moi, j'ai été éduqué ou qu'on m'a appris à l'école, qui était alors j'ai appelé ça stratégie de domination, on n'appelait pas ça comme ça, hein. C'est on crée des positions imprenables, on se protège de l'incertitude, on est un bloc dans un océan d'incertitude, j'affirme une ligne stratégique, j'ai 20% de part de marché, j'en prendrai 25, je suis dans 2 pays en Europe, je serai dans 10, je serai dans le continent asiatique, je réduirai mes coûts de 10%, tout ce qui vous passe par la tête, je conquerrai tel type de marché, une stratégie de domination qui, par rapport au pragmatisme issu de la difficulté de production des années 50, apparaissait comme dans les années 60 et 70, avec l'aide du marketing, comme une affirmation de soi, de domination, et en tout cas comme un progrès par rapport à une sorte de navigation à vue, qui était le cas souvent, même des grands groupes, dans les années 50, parce que les problématiques étaient des problématiques de production. Là, c'est des problématiques de vente et de distribution, donc on affirme, donc on monte son produit. Alors, par rapport à ça, et je ne dis pas que je retire rien de ça, loin de là, au contraire, mais je laisse un peu de côté, je vais en utiliser des bouts. Il y a encore dans la stratégie, bien sûr, des bouts dits de domination et d'affirmation, mais je vais mettre à côté ces stratégies d'apprentissage qui vont non seulement se permettre, et là ma formulation n'est pas tout à fait exacte, qui vont se permettre de s'adapter aux changements que je vais imposer à mon organisation, mais ces stratégies d'apprentissage, à la fois sous les lignes hiérarchiques verticales existantes ou sur les modes de fonctionnement horizontaux par projet ou avec les directions fonctionnelles, vont me donner des savoirs pour développer et adapter ma stratégie et des savoir-faire pour trouver des stratégies nouvelles. Je dois dire que la stratégie issue d'une analyse de portefeuille, comme le faisaient mes chers collègues de McKinsey ou d'autres d'ailleurs, dans les années 50, 60, 70, même 80, des stratégies d'analyse de portefeuille, de stratégie de niche, de vache à lait et autres joyeusetés que vous avez dû apprendre à l'université ou à l'école. Bon, je ne dis pas que ça a complètement disparu, mais en tout cas par rapport à une approche beaucoup plus interactive, une stratégie dans une organisation est devenue, je n'ai pas osé utiliser le terme de participatif parce qu'il est un peu galvaudé maintenant, mais en tout cas extraordinairement interactive. Et le premier sens d'un chef d'entreprise va être de dire, bon, j'ai envie d'eux, je vois, je connais le métier, mais qu'est-ce que mon organisation aujourd'hui peut m'apprendre sur ce qu'elle sait faire, sur ce qu'elle ne sait pas faire, sur ce qu'elle voudrait faire, sur ce qu'elle estime pouvoir ou être capable de faire. Retenez un petit peu ces nuances, ces interrogations donc peuvent vous permettre, j'allais dire, de reclasser ces cellules ou ces réseaux à l'intérieur de l'entreprise, et l'utilisation des NTIC là-dedans est évidemment tout à fait majeure. Donc les stratégies d'apprentissage peuvent régénérer, peuvent faire évoluer la stratégie telle qu'elle est ou telle qu'elle doit être. Bon, les 3 as de la stratégie, je vous ai remis ça, donc c'est simplement facile. Le pionnier, bon, il est market maker, le patrimoine, il veut être leader, et là, d'une certaine manière, la qualité que je veux mettre en avant, parce que c'est toujours le sens d'une conférence comme ça, de mettre en avant une idée. Encore une fois, vous voyez, j'essaye d'être nuancé et de ne pas dire, par exemple là, les 2 premières sont idiotes, ne les faites plus jamais.
J'ai jamais dit ça. Je dis que simplement maintenant, la valeur ajoutée du chef d'entreprise, la valeur ajoutée du leader, la valeur ajoutée du leadership, d'une certaine manière, sera effectivement de se dire comment je dois analyser, entre guillemets, le social au sens le plus large du terme. En quoi est-il mon allié? En quoi est-il un ennemi? En quoi est-il quelque chose qui va faciliter ou freiner la mise en place de la stratégie? Donc, dès l'intégration de toutes les parties prenantes à la stratégie, l'organisation prenante, la notion de réseau, vous allez en parler, j'en suis sûr, des actifs humains. Là, il y a une intelligence dans les actifs humains, quels qu'ils soient dans l'entreprise, et l'alignement, donc la convergence des parties prenantes. Alors, pour vous montrer que derrière, j'essaye de théoriser, bien sûr, pour vous faciliter la tâche, mais il y a quelques exemples très nets. Alors, je ne sais pas s'il y a des hommes et des femmes issus de France Télécom. Là, je n'ai pas regardé la liste des parties prenantes, des participants. Mais incontestablement, je vais vous donner deux exemples contradictoires. En plus de deux entreprises issues d'une même direction d'administration centrale. Pour j'allais dire encore une fois les plus anciens, j'ai l'impression de jouer les ancêtres, mais la Poste et France Télécom sont issus de la même direction générale d'administration centrale. Bon, ce sont devenus deux entreprises, entre guillemets, publiques pour l'une, privées maintenant pour l'autre, qui ont vécu ou qui vivent des vies tout à fait différentes. Je vous donnerai l'exemple de Jean-Paul Bailly. Jean-Paul Bailly, président de la Poste, fait appel en l'occurrence à moi en disant « Tiens, je vais changer de stratégie. Je ne peux plus rester dans cette stratégie d'être une direction d'administration centrale. Il faut changer de statut. Je veux changer le statut de la Poste, mais je sais qu'il y a un attachement du postier pour cette entreprise. Je veux savoir quelles sont les bases qui font qu'un postier aujourd'hui a de la considération pour son entreprise. Je veux savoir historiquement qu'est-ce qui donne de l'attachement à la Poste de la part du postier. Alors bon, on lui a fait son travail et il a bien mis en avant, on l'a aidé à mettre en avant à la fois les éléments intangible de cette culture du postier qui fait que cette proximité client, cette proximité, ce sens du service, etc., ça devait être gardé. Et il y avait d'autres choses en matière de comportement, d'autres choses en matière de valeur qu'il fallait faire évoluer parce que la Poste n'était plus et rentrait dans un système concurrentiel, ce qui n'était pas le cas de la Poste il y a encore 20 ou 30 ans. Et troisièmement, il y avait des caractéristiques qui étaient contradictoires face à la stratégie de Jean-Paul Bailly. Charge pour lui de changer sa stratégie ou de dire qu'est-ce que je vais changer dans ma stratégie pour qu'elle soit acceptable. C'est une notion, je fais ça en 10 secondes, j'ai honte parce que c'était un peu plus de 10 secondes comme vous pouvez vous en douter. Mais j'oppose cette réflexion apprenante de la part de la Poste et de Jean-Paul Bailly à celle de France Télécom, qui a été radicalement différente. Bon. J'aime bien évoquer la figure de Lombard. Lombard est un homme qui a été mal vu, enfin pour des tas de raisons que les uns et les autres connaissent. Mais il faut que vous sachiez une chose. Ce monsieur Lombard était directeur de la stratégie il y a quelques années, à l'époque où Breton était président de France Télécom. C'est un chercheur, peut-être pas un manager justement, mais un chercheur, un stratège de très haut vol. Donc il apprend que le président Breton de l'époque, France Télécom venait d'être, entre guillemets, privatisée et rentrée en bourse. La société était très endettée, donc il fallait faire quelque chose. Et le président Breton dit, on va vendre quelque chose. On va réaliser des actifs pour avoir du cash. Rien à dire. Et il dit, on va vendre le mobile. Alors, ce monsieur Lombard, qui est un homme extrêmement pugnace et tenace, se démène, et il avait les réseaux qu'il fallait dans Paris, en disant « Mais c'est scandaleux. On ne veut pas, on ne doit pas vendre le mobile, c'est l'avenir. » Entre parenthèses, il a eu raison, monsieur Breton est parti, lui est devenu président, Lombard est devenu président de France Télécom. D'une certaine manière, il a sauvé France Télécom. Imaginez-vous un opérateur sans mobile aujourd'hui. Bon, le malheur
Le malheur, et il avait des idées de stratège, il était trop bon stratège, l'idée de stratège extrêmement pointue, extrêmement raffinée. Le problème, c'est que il a utilisé une stratégie, j'allais dire pionnière, qui était une stratégie dans laquelle, bon, j'ai 60% de fonctionnaires, 3 petits points, je vais être grossier, vous me pardonnerez, des cons, donc ceux-là, je ne travaillerai pas avec, j'ai 40% de mon personnel qui vient du privé, je vais foncer là-dessus, je ne m'intéresserai pas, au contraire de Bailly, je veux reprendre, etc. Il y avait aussi des histoires merveilleuses à France Télécom, les lignes téléphoniques, enfin, etc., etc. Il y avait une culture de l'exploit technique qui était très important. Je les laisse de côté, comme s'ils n'existaient pas. Ces métiers de la pose des lignes, je m'en moque, je vais investir dans les thèmes ou les thématiques nouvelles. Il y avait du vrai. Mais cette ignorance complète et surtout le fait de nier que l'organisation pouvait être apprenante a eu les conséquences que vous connaissez, et c'est exactement le contraire qu'est en train de faire donc Stéphane Richard. Donc pour bien vous montrer la différence entre un stratège aspirant ou s'inspirant de l'évolution de la culture de son organisation pour voir comment il va cadrer les deux, et l'autre qui le nie, au profit d'ailleurs d'une rationalité qui avait tout son sens, mais qui n'avait pas son sens dans le fonctionnement même de la maison. Donc je ne reviendrai pas là-dessus. Donc c'est vrai, cette notion, on ne peut plus rendre simplement la conduite d'une stratégie au travers d'une analyse ou d'un reporting fin. Le reporting est un moyen, et uniquement un moyen. Donc le système d'alignement par le reporting finit par être contre-productif. À force de tout vouloir contrôler en période de crise, c'était le cas de France Télécom il y a 3 ans, l'entreprise se rigidifie, se sclérose, se révolte. Les unités opérationnelles qui se sentent mises de côté se révoltent peu ou prou. L'entreprise ne peut plus apprendre de ses parties prenantes, c'est-à-dire plus personne n'accepte d'écouter ceux qui ne pensent pas comme vous. Les managers sont confinés dans l'exécution, on perd leur intelligence des situations, leur intelligence stratégique. Et combien de fois vous avez entendu peut-être dans vos entreprises le rôle de l'encadrement intermédiaire, où est-il, que veut-il, que sait-il, pourquoi il est contre nous, pourquoi il ne comprend pas, pourquoi il ne met pas en place, pourquoi il ne met pas en œuvre. J'entends ça depuis 30 ans. Ben précisément, vous l'avez là, parce qu'il n'est pas partie prenante de la mise en œuvre d'une stratégie. L'écoute des parties prenantes est sacrifiée pour les seuls intérêts d'un patrimoine économique au profit d'une rapidité de remontée de l'information. La rapidité est l'ennemi, entre guillemets, de la qualité de la remontée de l'information. Et l'alignement vertical exacerbe les contradictions entre les parties prenantes, etc., etc. Donc, et ces notions et les arbitrages ne se font plus. L'entreprise se grippe. Nous avons j'en ai cité un, mais il y en a d'autres, quelques exemples d'entreprises qui se grippent. C'est très spécifique aux grands groupes nord-américains et très spécifique aux grands groupes européens. Je ne dis pas que les grands groupes asiatiques en sont dans cette situation-là, mais nous, oui. Alors, les 4 dimensions que vous devez prendre en compte, une fois qu'on a dit ça, on fait comment pour essayer de rentrer dans un peu plus le vif du sujet. Alors, la cohésion identitaire. Alors, le terme est mal choisi. Maintenant que je le lis devant vous, je devrais peut-être en utiliser un, parce que la notion de cohésion identitaire, ça peut être mal interprété. Mais un travail sur l'identité de l'entreprise peut être un ressort de régénération du modèle économique. J'ai cité l'exemple de la Poste, pardon. Mais évidemment, si on s'arc-boute sur une identité en disant voilà ce que nous sommes et nous ne sommes pas différents, ça peut être aussi, bien sûr, un obstacle à la stratégie. Mais qui sommes-nous? Quelles sont les forces? Quelles sont les faiblesses? Comment fonctionnons-nous? Quels sont les éléments de notre histoire que je vais garder? Quels sont les éléments? Un autre, je cite encore une entreprise publique ou semi-publique, la DCNS, donc les arsenaux,
cette recherche des valeurs. Quelles sont les valeurs? En plus, l'entreprise existe depuis Richelieu, mais quelles sont les valeurs que je vais garder? Quelles sont les valeurs que je vais faire évoluer? Ce n'est pas seulement des valeurs intellectuelles, c'est les pratiques professionnelles entre Toulon et Lorient, ou entre Lorient et Cherbourg, qui ne sont pas les mêmes. Donc cette notion d'identité de l'entreprise. Il y a une entreprise qui est très très forte, qui fait toujours mon admiration quand je fais un tour là-dedans, qui a un sens de l'identité de l'entreprise, mais vraiment avec beaucoup de subtilité. Et si vous avez l'occasion si vous avez des amis qui y travaillent, enfin, etc., c'est L'Oréal. Cette notion alors d'identité de l'entreprise et d'identité de la marque, en plus, il double et il sophistique les deux notions d'identité. Ça reste une très grande maison, une maison très très sophistiquée, qui est peut-être plus cohérente que les groupes de luxe comme PPR ou comme Arnaud, pour lequel la notion d'identité de groupe est moins importante que l'identité de marque. Moi, je crois qu'il y a effectivement les deux. Alors, le leadership interne. On en a un tout petit peu parlé. Comment on commande chez moi? Comment ça se passe chez moi? Comment mes cadres intermédiaires, mes cadres supérieurs, mes cadres dirigeants, comment mes jeunes cadres? Quel est le comportement? Qu'est-ce qu'on dit? Faites parler, faites des groupes, entre guillemets, de parole dans un grand groupe en posant les questions à des mélanges de vieux cadres, entre guillemets, et de jeunes cadres sur comment on commande dans ma société, ou dans la société X, ou dans la société Y. D'abord, le fait de poser la question, les gens ne sont pas du tout sûrs de savoir comment on commande, mais vous voulez dire quoi, etc. Essayez de passer 1 heure ou 2 à les faire s'exprimer les modes de commandement, et vous verrez les modes de leadership. Vous savez, toute la difficulté dans un grand groupe d'aujourd'hui, c'est la notion entre l'explicite et l'implicite. Les grands groupes que je viens de citer, y compris France Télécom, puisque j'ai parlé de celui-là, ou même L'Oréal, ont été des groupes très explicites, voulus par des dirigeants très explicites. Voilà comment ça marche, voilà comment ça fonctionne, voilà comment on va se comporter. C'était écrit. Le contrat social qui s'en déduisait était clair. Je rentre à la SNCF, je rentre chez Lafarge, je rentre chez Saint-Gobain, je rentre chez Renault ou chez Peugeot. Le contrat était explicite. 20 années de crise économique, 20 années de difficultés, 20 années de réduction de coûts, 20 années de politique, 20 années de mondialisation ont fait que ce type de contrat-là est devenu beaucoup moins explicite et beaucoup plus implicite. Ça ne veut pas dire que pour les plus anciens, tout ce qui les a fait rentrer dans la boîte n'existe plus. Mais on n'en parle plus. On ne sait pas comment c'est. On ne sait pas si c'est toujours valable. On a de temps en temps un vieux qui dit « Oui, c'est toujours comme ça qu'il faut faire ». Ou un vieux qui dit « Ça, mon vieux, j'en sais plus rien ». Si jamais il dit « Moi, j'en sais plus rien », de l'implicite, on va passer à une inexistence en matière de leadership. Donc vous voyez à quel point, et ce n'est pas du tout uniquement de l'humanisme, mais à quel point de remettre en avant, de réexpliciter les modes opératoires du leadership interne sont, en termes de qualité de l'exécution d'une stratégie, une des conditions. Alors, l'organisation. Il faut que j'aille vite, je suis navré. L'organisation n'est pas simplement un organigramme exactement qui fait quoi, etc. L'organisation va être avant tout, retenez l'idée, qu'est-ce que c'est qu'une organisation en dehors d'un organigramme? Qui commande à qui fait quoi, et qui communique avec qui? Une organisation, c'est quelque chose de très interactif, et pas seulement un organigramme, et vous ne résoudrez pas l'organisation d'une entreprise avec un organigramme d'un côté et de la gestion de projet de l'autre. Qui commande à qui communique avec qui, et qui fait quoi? Alors, le management de la performance, bien entendu, le système d'alignement au sens restreint. Vous voyez, j'ai dit qu'il fallait s'en méfier, mais je n'ai pas dit qu'il ne fallait pas évaluer et avoir des instances, entre guillemets, d'évaluation. Alors, Saint-Gobain, voilà, qui était l'un des exemples que je voulais mettre en avant, et je terminerai par lui, et puis par un exemple égyptien, justement. Saint-Gobain est une boîte extrêmement intéressante. Extrêmement, d'abord, c'est une boîte illustre, alors un peu plus récente que la DCNS et les Arsenaux, puisque ça date de Colbert, c'est une gamine, donc une boîte qui a plus de 3 siècles. Et très curieusement,
Cette maison a été faite alors avec des très grands patrons, très grands patrons, jusqu'à son actuel d'ailleurs, entre parenthèses. Et les deux avant-derniers, M. de Vogüé et Beffa, ont été, enfin Vogüé un petit peu avant, ont été des grands patrons visionnaires, très techniques, très technologiques pour M. de Vogüé. Ah, M. de Vogüé, il avait un truc très bizarre tout de même. C'est-à-dire qu'il avait passé la guerre dans un camp de prisonniers, et c'était un ingénieur extrêmement sophistiqué, etc. On l'appelait le Marquis Rouge. Mais en dehors de ça, la liaison dans un corps social, et il a écrit des choses dans les années 50 qui étaient assez stupéfiantes. Et Jean-Louis Beffa, qui est un vrai génie de l'évolution des marchés. Et c'est curieusement ces deux hommes-là, ce monstre qui est Saint-Gobain, etc., du verre, de l'acier et tout, entrepreneuriat, le choix organisationnel du groupe, c'était créer des structures ad hoc et flexibles. Plutôt que de l'intégration, ça a été vraiment des structures ad hoc et flexibles. Et je dois dire, avec énormément de solidarité. Ça venait du Marquis de Vogüé et ça venait de Beffa. C'est-à-dire qu'ils avaient, en termes de leadership, comment vous expliquer ce qu'ils ont trouvé tous les deux, c'était de faire des unités relativement homogènes et en tapant sur la tête des types qui considéraient que, ah ben s'ils étaient maîtres chez eux, ça voulait dire qu'ils n'avaient rien à faire de leurs petits camarades des autres unités du groupe. Et c'était un mélange entre l'autonomie et la solidarité entre les unités. Et d'une manière, je suis obligé d'aller très vite, je le regrette, mais d'une manière tout à fait stupéfiante, je crois que j'ai un... D'une manière tout à fait stupéfiante, il y a eu une époque où Jean-Louis Beffa le raconte, hein, c'était nos années 2000, les années 2000 qui considéraient le brick and mortar, c'était fini. Saint-Gobain a voulu se lancer, a voulu devenir un concurrent à la limite d'un grand opérateur informatique. C'était pas notre culture, disait Beffa. Et on ne l'a pas fait, on ne l'a pas choisi. En revanche, notre culture, c'était de dire j'ai 4 unités opérationnelles produites pour la construction, conditionnement, matériaux innovants, distribution dans le bâtiment, et toutes mes évolutions stratégiques se feront dans les interfaces parce que je coopère déjà, je réorganise déjà, je solidifie déjà. Ça lui a évité des erreurs que n'ont peut-être pas fait d'autres grands groupes industriels français, je pense notamment à l'automobile. C'est vraiment les limites, à côté de cet alignement vertical, ce fonctionnement horizontal, avec des communautés d'ingénieurs, des communautés, alors de femmes, ça je ne sais pas, à l'époque peut-être pas, mais des communautés d'ingénieurs, des communautés de gestionnaires, à côté des fonctionnements extrêmement verticaux.